Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Quoi de neuf chez Panini Comics cette semaine? Eh bien, beaucoup de belles choses que je vais prendre beaucoup de plaisir à vous présenter et on n'attend pas plus de temps et on parle de ça tout de suite. Et qui dit début de mois d'octobre, dit sortie des softcovers de Marvel, qui réunissent bien les aventures des plus grands héros de la maison des idées. Et on enchaîne bien comme d'habitude avec le nouveau numéro de Marvel Comics, le 22e numéro, qui signe bien, disons, un grand moment parce que c'est la grande conclusion du run de Jason Aaron sur les Avengers. Un très très long run qui n'aura pas forcément fait l'unanimité sur tout, mais qui à mon sens recèle quand même de bonnes petites choses et qui s'initiait bien sa fin bien définitive avant de passer bien le relais à d'autres artistes. Comme vous pouvez le voir, pour l'occasion, Panini Comics a mis les petits plats dans les grands avec l'édition collector qui reprend bien une illustration de Aaron Kuder, l'un des dessinateurs bien principaux de la série Avengers, qui réunit un petit peu tous les personnages bien les plus importants du run, avec, disons, un petit aspect, disons, doré, du plus bel effet qui fera très bien dans votre bibliothèque, justement pour marquer ce grand changement. Comme d'habitude, on retrouve également la suite des aventures de Iron Man, signée par Gary Dugan, qui montre le rapprochement entre Emma Frost et Tony Stark, toujours dans la lutte contre des sombres choses, notamment les personnages de Fei Long, qui souhaitent mettre à mal notre bon Avengers doré. On retrouve aussi la suite et bientôt la fin du run de Donny Cates sur Thor, qui passe le relais à l'autrice Torunn Grønbekk, qui vient disons conclure un petit peu son run faute de maladie pour Donny Cates, qui, comme vous le savez peut-être, a eu un accident assez grave il y a à peu près d'un an, et qu'il a mis évidemment un petit peu du côté, enfin un peu de côté pour le monde des comics. Et du coup, c'est l'autrice Torunn Grønbekk qui avait signé beaucoup de séries sur le personnage de Valkyrie, qui vient mettre un terme aux intrigues qu'il avait lancées avant de passer également la main prochainement. Et puis, Dan Slott continue de nous raconter la fin du Spider-Verse dans la série Spider-Man aux côtés de Mark Bagley. Du coup, toujours un sommaire vraiment assez copieux, assez intéressant, et qui va rapidement se renouveler, car comme je vous le dis, pas mal de séries se terminent un petit peu là-dedans, et Panini Comics a déjà annoncé que pour l'année prochaine, en janvier 2024, le 3 janvier 2024 pour être précis, Marvel Comics fait peau neuve en relançant au numéro 1 avec de nouvelles séries qui vont prendre le pas. Notamment, on va voir l'arrivée d'un nouveau run sur les Avengers, scénarisé par l'auteur Jed MacKay et dessiné par l'artiste Seth Villa, qui vont reprendre en main le destin des Avengers. Jed MacKay, qui est un auteur assez bon et assez, disons, constant, qui nous a proposé de sacrées bonnes séries ces dernières années chez la Maison des Idées, notamment sur Moon Knight ou sur Black Cat. Donc du coup, c'est un auteur qu'on sait qui peut, disons, faire de bonnes choses si on le laisse travailler ses intrigues sur la durée. Donc on a hâte de voir ce que ça donnera sur les Avengers, et surtout on verra l'arrivée du scénariste Al Ewing, Al Immortal Hulk Ewing, qui va reprendre en main le destin de Thor avec le dessinateur Martin Coccolo. Et ça s'annonce assez dantesque, parce que du coup ça va s'appeler Immortal Thor, et ça va avoir comme pour Hulk la volonté de revenir aux racines vraiment du personnage. Donc pareil, il n'y a pas eu encore beaucoup de numéros sortis aux États-Unis, donc on a hâte de voir comment ça va se déployer, mais ce qui nous a déjà été présenté est particulièrement savoureux. Donc je vous dis un nouveau sommaire pour Marvel Comics qui arrive en janvier 2024, donc restez branchés parce qu'on vous en parlera évidemment en temps voulu, mais commencez déjà à prendre vos notes, parce que ça risque d'être un sacré gros morceau. Bien évidemment aussi, on va retrouver les X-Men qui nous reviennent avec les Destiny of X, le 18e et 19e numéro, qui continue toujours la grande saga de Krakoa, qui s'amorce tout doucement vers sa fin, en tout cas vers de grosses explosions et de grosses conséquences qui vont remettre pas mal de choses en cause. Je ne vais pas trop vous en dire pour vous laisser le plaisir de la découverte, mais en tout cas il y a des choses toujours merveilleuses qui arrivent, notamment dans ces deux derniers volumes. On va pouvoir, enfin pas ces deux derniers, mais les deux derniers sortis évidemment, on va pouvoir continuer à voir le destin de Sabretooth, un personnage particulièrement bien écrit pendant cette ère. On va voir aussi la fin du combat entre Wolverine et le Fauve.
On va voir aussi d'autres choses un petit peu plus série B, un peu plus sympa, qui continuent toujours de nous ravir avec les X-Men. Et enfin, les derniers softcovers qu'on peut retrouver cette semaine, c'est le 3e et dernier volume de Dark Web, le crossover entre Spider-Man et les X-Men, qui voyait Peter Parker affronter son clone Ben Reilly pour le contrôle des abysses, des enfers de l'univers Marvel, avec Madeleine Pior, la clone de Jean Grey, qui vient s'interposer un petit peu dans tout ça. Donc un événement qui rappellera un petit peu le cultissime crossover Inferno des années 90 pour les X-Men, qui continue le grand ouvrage de Zeb Wells sur notre tisseur préféré, en mettant sa dualité en forme avec Ben Reilly et en transposant pas mal de choses. Un événement qui avait fait assez, polémique quand il était sorti aux États-Unis. Beaucoup de lecteurs, avaient été assez chafouins du côté du rôle de méchant qui avait été donné à Ben Reilly. Mais bon, c'est pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt sympa. Et en plus, on a eu des séries connexes vraiment assez passionnantes, notamment une scénarisée par Christopher Cantwell sur le personnage Norman Osborn, qui était particulièrement bien écrite et que moi j'ai vraiment adoré. Et un retour de Jed McKay sur le personnage de Black Cat qui faisait bien plaisir avec Mary Jane en support. Donc voilà, pas forcément un event sensationnel, mais qui, moi, je trouve, fait extrêmement bien le travail en termes de divertissement, avec des auteurs assez impliqués et des dessins assez somptueux, notamment un Adam Kubert et un Ed McGuinness particulièrement en forme. Donc voilà, ça faisait toujours plaisir. Et puis si vous étiez un petit peu nostalgique des années 90, il y a un petit goût dedans de ces années-là. Donc écoutez, ça fait toujours du bien. Et on continue avec les sorties librairie de Panini Comics, avec sans doute ce que vous attendiez le plus en ce début de mois. Je veux bien sûr parler de l'Omnibus Amazing Spider-Man de David Michelinie et Todd McFarlane, qui nous replonge en plein milieu de l'âge d'or de notre tisseur préféré durant début des années 90, alors que Peter vient tout juste de se marier avec Mary Jane, et que tous les deux continuent leur idylle, et que tout semble aller pour le mieux pour eux. Mary Jane est une mannequin particulièrement populaire. Peter Parker commence à se sortir un peu de la précarité grâce à un album photo qu'il a sorti sur Spider-Man, qui lui permet d'avoir à la fois de la popularité et un peu d'argent, ce qui n'est jamais de trop. Et tous les deux vivent leur amour de très belle manière. Mais tout ça est assez bouleversé à cause des activités super-héroïques de Spider-Man, même si le couple va tenir bon jusqu'au bout, avec une Mary Jane particulièrement efficace et entreprenante pour une fois, et qui ne restera pas la boniche de l'histoire. Mais bien évidemment, cette période va être marquée par l'arrivée du personnage de Venom, de Eddie Brock, qui va devenir l'une des némésis les plus importantes de Spider-Man. Et surtout, cette période, c'est vraiment, entre guillemets, l'âge d'or vraiment en termes de popularité, en termes de vente de Spider-Man. Parce que ça va être l'arrivée du dessinateur Todd McFarlane, qui va venir imposer toute une nouvelle école de dessin dans l'univers du comics. C'était quelqu'un qui avait commencé timidement chez DC Comics à se faire connaître sur du Batman, sur des crossovers, sur les Defenders, enfin sur plein de choses un peu différentes chez l'éditeur, avant de passer chez Marvel et de nous proposer de sacrés épisodes sur Hulk, et de rentrer vraiment dans la cour des grands en dessinant Spider-Man et en changeant totalement l'aspect graphique du personnage, en lui donnant un côté beaucoup plus animal, beaucoup plus arachnéen, comme le décrit par exemple le scénariste David Michelinie. Todd McFarlane, il a proposé une sorte de cartoon réaliste, c'est-à-dire qu'il va vraiment exagérer un petit peu les formes du personnage, faire des grands yeux à Peter Parker, le mettre dans des poses complètement ubuesques, mais en gardant une sorte d'ancrage dans la réalité, qui fait justement une sorte de dureté dans son style, et une forme de générosité et d'énergie qui a vraiment soufflé les lecteurs de l'époque, et qui a vraiment fait rentrer vraiment Spider-Man encore plus dans le top des ventes des comics. Et tout ça a été servi par le scénario vraiment assez inspiré de David Michelinie, qui lui avait commencé dans le monde des comics chez Marvel, en fait, en scénarisant la série dérivée Web of Spider-Man, et grâce à ses bons et loyaux services, on lui avait offert la série Amazing Spider-Man, la série principale. Et lui, qui à la base n'était pas forcément très à l'aise avec le concept de mariage entre Peter et Mary Jane, il va plutôt se prendre au jeu, le bougre, et va justement s'amuser à montrer
l'idylle entre les deux, montrer bien peut-être une vie un peu plus heureuse pour Peter Parker, montrer vraiment les interactions entre les deux, faire revenir d'anciens méchants de Spider-Man, en inventer de nouveaux, et surtout marquer vraiment tout le monde avec le personnage de Venom, ce personnage qui va ramener beaucoup de gravité, qui va être un ennemi assez atypique de Spider-Man, parce que à part Kraven le chasseur, dont on va reparler très très vite, tous les méchants de Spider-Man étaient souvent des brigands, des voleurs, des gens qui n'avaient pas spécialement quelque chose contre Spider-Man, ou qui voulaient se venger de choses précédentes, alors que Venom, lui, justement, son objectif, c'est de tuer Spider-Man. Et il a une espèce de dualité très binaire, un peu, justement, gentil-méchant, qui est mis dans son design, parce que Venom est noir et blanc, et qui est vraiment assez sympa, et qui surtout qui a un design absolument génial, et un personnage qui va évoluer au fur et à mesure, et va donner, disons, acquérir une densité, une complexité particulièrement chouette. Et donc voilà, c'est tout ça qui fait la grandeur un petit peu de cette époque-là, et qui a marqué vraiment au fer rouge nombre de lecteurs du personnage, et qui sont tous, toute cette période, disons, en tout cas du duo, et compilés dans cet omnibus qui sera vraiment chouette, et qui fait partie, disons, un peu des trésors de Marvel de ces années-là. Très rapidement, Todd McFarlane, lui, va, par sa popularité, par, disons, son design qui devient de plus en plus maîtrisé, va devenir le scénariste et dessinateur d'une série dérivée qui s'appellera juste Spider-Man, qui ressortira également en omnibus en début d'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, il y aura de quoi compléter votre collection sur cet auteur, qui après fera partie, disons, des auteurs dissidents qui, faute de reconnaissance en fait de Marvel, de leur création, partira avec d'autres comme Jim Lee, Rob Liefeld, Eric Larsen, créer la société Image Comics et le personnage de Spawn, et le reste appartient à la légende, mais ça sera une autre histoire pour peut-être une prochaine fois. Mais en attendant, si vous vouliez retrouver cet épisode mythique de Spider-Man, ils sont dès à présent de nouveau là dans ce magnifique omnibus. Mais restons quelque peu dans le passé du teaser arachnéen, si vous le voulez bien, avec une sortie un peu atypique cette semaine chez Panini Comics. Je veux bien sûr parler de Spider-Man, l'héritage de Kraven, de J.M. DeMatteis et David Messia. Un ouvrage assez récent, une série assez récente qui est sortie, me semble-t-il, l'année dernière aux États-Unis, mais qui se propose de revenir sur une des périodes charnières du personnage, le milieu des années 90, et la grande et controversée saga du clone de Peter Parker. Une période durant laquelle on va découvrir que Spider-Man a un clone, Ben Reilly, qui serait en réalité le véritable Spider-Man. Et après un inglobio et beaucoup de mésaventures, Peter Parker va décider de confier son rôle de super-héros et de tisseur à son clone, en tout cas au personnage qui semble être le vrai Peter Parker, Ben Reilly, qui va devenir le Spider-Man canonique dont on va suivre les aventures, et Peter Parker, lui, va prendre une retraite bien méritée aux côtés de Mary Jane, alors que cette dernière attend un enfant. Et c'est sur ce moment très précis, cette transition entre Peter Parker et Ben Reilly, qu'on va retrouver dans ce volume, l'héritage de Kraven, du coup scénarisé par J.M. DeMatteis, qui était un des grands auteurs de ces années-là sur Spider-Man, qui a beaucoup écrit sur la saga du clone. Parmi, c'est sans doute lui qui a écrit les meilleurs chapitres, d'ailleurs, si vous voulez mon avis, et qui va nous montrer cette transition un petit peu lente entre les deux personnages, et surtout qui va nous montrer, malgré le calme apparent de la vie de Peter Parker, son espèce de nouveau contexte, alors que ce dernier doit apprendre un peu plus à avoir une vie normale, mais est torturé par son passé super-héroïque, a envie de continuer à aider les gens, mais ne peut pas forcément le faire, et a de nouvelles responsabilités parentales qui l'obligent un petit peu plus. Dans ce contexte-là très bouleversant, le personnage de Kraven le chasseur va, disons, revenir hanter notre personnage, et des membres de la famille élargie de Kraven vont tenter de se venger pour les derniers événements liés au personnage. Et c'est vraiment super cool. Ce volume de Spider-Man, l'héritage de Kraven, il est vraiment pour moi un petit incontournable à aller voir, parce que ça revient sur vraiment des grandes périodes du personnage, ça revient sur la cultissime saga de la mort de Kraven, de la dernière chasse de Kraven, qui est vraiment sans doute un des meilleurs ouvrages jamais réalisés sur Spider-Man, déjà scénarisé par J.M. DeMatteis, qui avait mis toute une gravitas, toute une ambiance très pesante, tout un aspect très mystique à l'univers de Spider-Man, que je trouve qui est génial, dessiné par Mike Zeck, qui est vraiment super. Et il revient du coup un petit peu sur cette saga culte avec ce Spider-Man, l'héritage de Kraven, et qu'est-ce que ça fait du bien. Et surtout vraiment J.M. DeMatteis, moi c'est un auteur que j'adore.
parce qu'il a une plume, moi je trouve hyper élégante, il a des dialogues vraiment savoureux et il arrive toujours à la fois à creuser la psychologie de nos personnages et en même temps de montrer sous un aspect peut-être un peu plus mystique, un peu plus, disons, un peu plus grand, quoi, sur nos personnages. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment particulièrement génial. Il a vraiment des marottes qui reviennent assez souvent sur la vengeance, sur la dépression, sur l'intimité des personnages, justement sur le fantastique, qui est vraiment assez récurrent dans sa bibliographie et qui est vraiment génial. Donc Jim DeMatteis, c'est sans doute, moi je trouve, l'un des meilleurs auteurs à avoir jamais travaillé sur Spider-Man. Et ici, il nous écrit un Peter Parker comme on a rarement l'habitude de le voir. Si vous êtes assez chafouin, disons, des derniers développements du personnage et que vous n'êtes pas forcément fan de la manière dont il évolue, vraiment, jetez-vous sur celui-là parce que vous allez retrouver, je pense, le Spider-Man que vous adorez et qu'on adore vraiment tous. Donc vraiment, un ouvrage pas forcément, disons... très original parce que ça revient sur une grande période, il y a un côté un peu nostalgique, mais mon Dieu qu'il est réussi et mon Dieu qu'il est bien. Donc vraiment, moi je vous conseille plus que tout ce Spider-Man, l'héritage de Craven, et je vous conseille vraiment la bibliographie de Jim DeMatteis en règle générale parce que c'est un auteur vraiment particulièrement talentueux, qui était déjà revenu il y a quelques temps dans une autre série un petit peu nostalgique sur la saga des clones, avec ce volume Ben Reilly Spider-Man, accompagné au dessin de David Baldeón, et qui pareil en fait s'intéresse un peu à la même période et montre le côté un peu plus de Ben Reilly, qui justement lui a beaucoup de doutes, a des problèmes justement à vraiment s'inscrire dans la continuité de Peter Parker. Il a l'impression d'être un imposteur, et c'est comment le personnage va devoir au fur et à mesure accepter d'être un héros et d'accepter d'être Spider-Man. Donc c'est vraiment super chouette, et un petit peu combiné, ces deux ouvrages nous présentent un petit peu une double séance de Spider-Man et qui est particulièrement savoureuse et particulièrement bien écrite. Et si vous êtes fan du travail de Jim DeMatteis, dans la fin du mois, on retrouvera aussi un très bel ouvrage qui reviendra sur justement la saga de la dernière chasse de Craven, dans un bel écrin en grand format, avec une belle couverture, avec beaucoup de bonus et tout ça. Donc on a hâte de le voir et de vous le présenter. Ça sera sans doute aussi un des immanquables de ce mois. Vous pourrez aussi bien évidemment retrouver le Spider-Man de Mattéis dans les omnibus de la saga du clone, parce qu'il y a participé et a sans doute, je vous dis, rédigé parmi les meilleurs moments de cette longue saga. Et aussi, Jim DeMatteis, il a fait plein d'autres choses dans le monde du comics. Notamment, il s'était attaqué à Conan le Barbare, à la suite de Roy Thomas, avec ces épisodes qui ressortent tout juste dans les intégrales de Panini. Donc ça aussi, pareil, c'est des petits trésors vraiment à aller chercher. Jim DeMatteis, il a aussi été très connu dans la seconde moitié des années 90 pour avoir relancé la Justice League chez DC Comics en compagnie du scénariste Keith Giffen, avec qui ils vont donner un aspect, disons, un peu plus loufoque, un peu plus humoristique à la Justice League, tout en gardant des thèmes assez graves et des thématiques très à propos à leur époque, notamment tout ce qui va être les médias, tout ce qui va être l'information, tout ce qui va être l'image du super-héros, dans du coup la saga Justice League International, que moi j'adore et qui est vraiment super et qui à la fois souffle le chaud et le froid sur justement des côtés très humoristiques, très un peu absurdes, amenés par Keith Giffen, et des dialogues particulièrement savoureux et des personnages très bien caractérisés qui sont un peu plus l'œuvre de Jim DeMatteis. Donc pareil, ça, des petits trésors en plus dessinés par le superbe Kevin Maguire, qui a un trait justement très cartoon et avec notamment une mise en avant des expressions faciales des personnages qui étaient vraiment inédites à l'époque et qui est vraiment super chouette. Et si vous êtes un peu plus fan de choses qui sortent de l'ordinaire et du monde des super-héros, Jim DeMatteis, il est aussi connu pour un superbe ouvrage qui s'appelle Moon Shadow, un ouvrage très poétique qui va s'intéresser un petit peu dans le monde de l'imaginaire et qui est le premier roman graphique américain à avoir été réalisé entièrement à la peinture, et qui est vraiment d'une mélancolie absolument folle et qui montre justement toutes les thématiques sur de l'auteur par rapport au rêve, par rapport à la transcendance, par rapport à l'écriture et par rapport justement au mysticisme. Donc vraiment un petit immanquable à ne pas louper, proposé dans un très très beau format par Achilleos en France.
Et on va terminer cette petite présentation avec un tunnel dédié au perfide dieu des mensonges de la mythologie asgardienne. Je veux bien sûr parler de Loki qui voit quelques sorties lui être dédiées à l'arrivée de la seconde saison de sa série sur Disney+, une des séries les plus appréciées de Marvel en fait de ces dernières années et qui ont pas mal remis le personnage sur le devant de la scène. Et pour l'occasion, Panini va nous proposer deux choses. D'abord, une anthologie Je suis Loki, qui rentre dans la continuité de leurs anthologies sur les héros Marvel, afin de brasser toute l'histoire éditoriale du personnage, ou des personnages, parfois quand c'est des équipes, et qui va revenir sur les moments un petit peu charnières de Loki, de sa création par Jack Kirby et Stan Lee dans les pages de Thor, à sa première confrontation avec les Avengers, jusqu'à des choses un peu plus récentes, notamment les bouleversements liés au personnage par Allywing, qui vont le voir devenir le dieu des histoires et tenter d'avoir une rédemption par rapport à ses crimes passés. Du coup, un ouvrage toujours super chouette. Moi, je trouve que les Je suis, c'est vraiment sympa parce que même si on connaît très bien en fait les personnages, d'abord on peut retrouver des épisodes mythiques qu'on retrouve pas forcément autre part, ou en tout cas ça nous permet vraiment de les compiler, et aussi c'est agrémenté de pas mal d'articles qui remettent en contexte en fait tous les choix un petit peu éditoriaux, toutes les approches différentes des auteurs sur les personnages, et ça c'est vraiment des petits trésors. Elles sont souvent très bien réalisées et très bien documentées, et même si on est assez connaisseur, on apprend toujours des choses super cool. Donc moi je vous conseille toujours ces collections si vous êtes fan des héros Marvel, parce que c'est toujours un bon moyen de s'y lancer, et sinon on apprend plein de trucs. En plus, celui-là est livré avec une très belle couverture de Mark Brooks, donc je vous dis on va passer à la fois par des épisodes de Jack Kirby, par du Walter Simonson, par du Kieron Gillen, par du Pascal Ferry, par du Olivier Coipel et du Joe Michael Straczynski, pour terminer par du Allywing, du plus bel effet. Mais la grosse sortie autour du dieu des mensonges cette semaine, c'est surtout Thor et Loki, frères de sang de Robert Roddy et Esad Ribic, qu'on n'attendait plus de voir ressortir chez nous, et qui revient dans un magnifique format dans la collection en dos toilé de Panini Comics, pour un ouvrage vraiment sensationnel, un roman graphique, disons un hors continuité, qui va nous raconter comment Loki a enfin réussi à battre son frère Thor et son père Odin, comment il est devenu le souverain de tout Asgard, et comment après tout cela, après tous ces complots, toute cette malveillance, Loki n'est pas satisfait. En fait, il n'a jamais vraiment voulu, ou peut-être qu'il n'a jamais vraiment voulu devenir le roi d'Asgard, et qu'il n'a jamais voulu tout ça, et que lui, il voulait continuer éternellement ce jeu avec son frère, mais que maintenant il est peut-être trop tard pour revenir en arrière. Et Loki, du coup, va être traversé de doutes, de peur et de beaucoup d'autres sentiments qui vont le mettre face à ses contradictions, face à son histoire et sa relation avec tous ses proches d'Asgard, dans un ouvrage vraiment dantesque, incroyable, sublimé par le dessin de Esad Ribic, qui propose ici une de ses prestations les plus grandioses. Je trouve que c'est vraiment magnifique, où il reprend vraiment, comme à son habitude, un style très empreint de peinture, classique, mais vraiment ici avec un détail mais génial, et avec un souffle shakespearien apporté par les magnifiques dialogues et le scénario tout en finesse de Robert Roddy, qui apporte vraiment toute une grandiloquence à cet ouvrage vraiment génial. Je vous dis, je ne vais pas trop en détailler parce que c'est quand même un petit récit qui se lit, qui va vraiment à l'essentiel et qui va assez vite. Mais si vous êtes fan du personnage, mais jetez-vous dessus. C'est un immanquable. C'est vraiment super. Comme je vous dis, Esad Ribic, là, est vraiment au sommet de son art. Et Loki n'a jamais été aussi terrifiant, aussi perfide, aussi malveillant, mais également aussi touchant, aussi mélancolique et aussi faible d'une certaine manière, alors qu'il est au contraire le plus fort. Donc voilà, je vous dis, Thor et Loki, c'est un classique vraiment de Marvel des années 2000 que je vous enjoins vraiment à découvrir si ce n'est pas déjà fait. En plus, dans cette magnifique édition, ça fera vraiment un très beau truc dans votre bibliothèque, et ça sera une très belle manière de rentrer un peu plus dans le détail du dieu des mensonges. Et bien voilà,
En espérant bien que cette petite présentation vous aura plu, qu'elle aura su bien vous donner envie d'aller chercher bien toutes ces belles nouveautés. Moi, comme vous avez sans doute bien pu le comprendre, mes grosses recommandations, alors c'est évidemment pas l'omnibus, parce que je me doute que c'est la chose bien, que vous attendiez le plus, c'est vraiment bien, le Spider-Man de J.M. DeMatteis, qui est vraiment une petite pépite à pas bouder ou à pas snober, parce que vraiment c'est super chouette si vous aimez Spider-Man, c'est un très beau volume. Et le Loki de Esad Ribic aussi est vraiment génial, et pareil, vraiment un des classiques de Marvel des années 2000, donc pareil, à ne pas snober, qui sont vraiment cool. Mais je vous dis, comme dit, il y a plein de trucs super cette semaine, à retrouver évidemment dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse, ou en nous rendant visite au 49 rue La Cépède à Paris. On a hâte de vous voir et de discuter de tout ça avec vous. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour nous raconter peut-être les avis que vous avez sur ces lectures-là, sur vos précédentes lectures. Dites-moi tout, je veux tout savoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Moi, je suis très heureux d'être de retour devant la caméra après une petite semaine de vacances. Vous m'aviez pas mal manqué. Et en attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.